Bonjour à toutes et à tous, merci d'être au rendez-vous de l'émission Talk Talk. Nous sommes au mercredi 11 mai 2016, c'est le deuxième rendez-vous de la semaine et nous recevons ce matin en studio deux confrères comme d'habitude. Le premier pour nous, Jacques Diakouti, il est l'ancien président du CONAP, il est un homme de médias très connu dans le pays. Bonjour Jacques. Bonjour Junior, bonjour aux téléspectateurs et téléspectatrices de LCF et également aux auditeurs qui nous suivent également sur City FM. Vraiment, merci également pour l'invitation. Oui. Alors, le second invité ce matin est là pour nous, Justin Anani, il est le directeur de la chaîne en ligne togovision.com. Bonjour Justin. Junior, bonjour, bonjour à tous les fidèles. Alors, tout à l'heure, dans la deuxième partie, nous aurons comme invité M. Aimé Adi, il est le responsable de Amnesty International Togo, avec lui on va parler du dernier rapport d'Amnesty International sur le Togo. Avant toute chose, mesdames et messieurs, voici la une des journaux. La une des journaux de ce mercredi 11 mai 2016, nous commençons par le quotidien privé Liberté. Liberté qui titre à sa une ce mercredi Marche du Cap 2015 pour les réformes. Enjeu, conteste porté, test grandeur nature pour l'opposition et le peuple togolais. Justice à double visage au Togo, le chef traditionnel de Nita et son complice libres de leur mouvement bien qu'inculpés d'homicide. Le chef ordonna à son vigile qui le molesta, le tortura, le tapa sur le pénis. Santé, rupture de l'antigène au Togo, des nouveaux-nés en danger. Deuxième journal dans les kiosques ce mercredi, nous avons le messager qui titre décentralisation et élections locales, encore des divergences de point de vue au sein de l'opposition. Centre de formation au métier de l'industrie, la réponse de l'État togolais à la problématique de l'adéquation emploi-formation. Tentative de manipulation du rapport d'une mission du FMI au Togo, et voilà la vérité. Troisième journal de l'Écosse ce matin avec nous, Harakiri. Harakiri, car pendant qu'une partie de l'opposition rêve d'une implosion, le MCD joue au médiateur entre Maître Abouibo et Maître Doji Apevon. Interview de Maître Kassona Traoré, nous désolidarisons de certains partis politiques qui pensent que s'il n'y a pas de réforme, on ne peut organiser des élections locales. Au nom des droits de l'homme, Amnesty International cherche à imposer l'homosexualité aux Togolais. Quatrième journal dans les kiosques, nous parlons de l'Indépendance Express sorti hier, mais toujours disponible dans les kiosques. Le journal de Carlos Keta au titre éditorial Togo, les rapports qui font risquer la perte du MCC. Avalanche de rapports pimentés, ces experts mal éclairés qui sabotent le Togo. Lire les rapports de Amnesty International, du département d'État américain et de RSF. Togo Matin, titre lettre pastorale des évêques, curieux et regrettable calme plat politique. Dossier, UFC, changement de cap, quel espoir. Et puis, dernier journal avec nous ce matin, c'est l'équipe sportive de Aimé Ekpe. Football togolais, commerce, staff technique, pas de faux pas. Amical du 27 mai prochain avec le Gabon et le Bénin. Après le Gabon et le Bénin, les éperviers fixés sur les Chipolo-Polo de la Zambie. Mais mesdames, messieurs, c'est tout pour la une des journaux. On marque une pause et derrière, nous recevons nos confrères pour entamer le premier sujet. Bonjour chers confrères, Jacques Diakouti et Justin Anani. Bonjour. Alors le premier sujet de comme nous avons choisi ce matin, c'est la marche que CAP 2015 et l'ANC projettent sur le 21 mai prochain. L'ANC et les autres partis du CAP 2015 dont organisent une grande marche le 21 mai prochain pour réclamer les réformes politiques et électorales. Alors peut-on dire aujourd'hui que c'est la fin de la trêve qu'on a observée juste avant ou bien juste après la présidentielle de 2015? Bon, vous savez, la vitalité de toute démocratie dans le monde, c'est toujours la contradiction et une diversité des opinions. Il est vrai qu'on parle aujourd'hui des réformes, on parle de la décentralisation, on parle également des élections locales. Et il s'est fait que le gouvernement a opté pour que l'Assemblée nationale puisse gérer l'aspect des élections locales et de la décentralisation. Et nous avions appris que le gouvernement a introduit un projet de loi à l'Assemblée nationale et les députés devaient en débattre.
Et au sein de l'opinion et de l'opposition de la société civile, il y a un autre cloche de son. D'autres disent bon, il faut aller, d'autres disent non. Il faut d'abord discuter au sein de la classe politique. Et comme je le disais à l'instant, c'est une vitalité démocratique et le Togo également. On sent que les aspects en matière de démocratie sont en cours. Et si aujourd'hui certains ont opté pour marcher, on ne peut pas les refuser. Mais ce qui est important aujourd'hui, pour qu'on aille vite, il faut une grande concertation au niveau de la classe politique. Il ne faut plus qu'on joue entre nous par rapport aux divisions. Il faut qu'on aille à l'essentiel. C'est-à-dire l'essentiel, c'est que les leaders des partis politiques puissent se retrouver. Et ils n'ont qu'à discuter entre eux et trouver un terrain d'entente avant d'aller, par exemple, à ce que nous appelons vers la pression. C'est-à-dire que le dernier recours pour que l'opinion soit touchée et que la population également sensibilisée, c'est que ils ont essayé d'explorer toutes les pistes et que cela n'a pas marché. On va maintenant à une marche. Si aujourd'hui... Donc pour vous, l'opposition n'a pas assez patienté? Je ne dis pas qu'elle n'a pas assez patienté, mais il y a quand même des ouvertures. Il y a quand même une fenêtre qui est là. Parce qu'aujourd'hui, quoi qu'on dise, il y a un chef de file de l'opposition. Et jusqu'à présent, on n'a pas senti le chef de file de l'opposition regrouper les autres acteurs de la classe et de la société civile pour échanger, ne serait que sur ce projet de loi qui a été introduit à l'Assemblée nationale, avant que cela ne capote. Donc je crois qu'il faut d'abord qu'on aille, par exemple, à ces négociations. Et si on sort, par exemple, une feuille de route et qu'on essaie de soumettre cette feuille de route-là au gouvernement et que cela ne marchait pas, donc il faut maintenant aller vers la pression, c'est-à-dire les marches. Mais du moment où on n'a pas encore essayé de faire ne serait-ce que ce qu'on appelle une concertation entre les leaders des partis politiques et qu'on opte pour une marche, je crois que cela encore va créer d'autres problèmes et nous serons encore dans un ensilement total. Et certainement que ce projet-là pourra passer encore à l'Assemblée nationale et c'est les populations qui seront là encore à hésiter. Faut-il aller? Faut-il ne pas aller? Les gens vont se poser des questions. Je crois qu'aujourd'hui, il faut que la classe politique de l'opposition, il faut qu'il y ait une concertation entre eux. Du moment où on a le chef de file de l'opposition, il est important que ce chef de file de l'opposition puisse d'abord échanger avec ses collègues de l'opposition, discuter, voir comment ils peuvent trouver ne serait-ce que le juste milieu avant d'aller aux manifestations. Alors, Justin Anani, est-ce que vous comprenez aujourd'hui la position du CAP 2015 qui veut descendre dans la rue le 21 mai prochain pour rappeler le gouvernement à respecter ses engagements pris dans le cadre de l'accord politique global, à savoir faire des réformes politiques et électorales? Oui, tout à fait. Moi, je crois que si nous sommes encore arrivés à ce stade aujourd'hui, c'est parce qu'il y a une volonté délibérée de la part de ceux-là qui sont aux affaires de ne pas opérer les réformes. Parce que la question des réformes ne date pas d'aujourd'hui, c'est depuis le 20 août 2006, et que les partis se sont engagés à respecter les accords et à faire en sorte que ces réformes-là aient lieu. Mais malheureusement, depuis là jusqu'à ce jour, le gouvernement ne fait que jouer sur le faux fuyant, malheureusement. Et que même le projet de loi qui a été envoyé par l'exécutif à l'Assemblée nationale, donc sa propre majorité l'a rejeté dans le temps. Donc, si tant est qu'il y a une volonté délibérée de la part des gouvernants de ne pas respecter les engagements pris, et moi je suppose que le dernier mot revient à la base c'est le peuple. Étant entendu que la question de la démocratie, c'est une question de rapport de force, la politique après tout. Donc, si dans un courant donné, on estime que bon, on peut jouer sur le malin, on peut tromper tout le monde, on peut jouer sur le faux fuyant et puis bon, laisser la situation pourrie. Et ça fait pratiquement plus d'1 an que les rideaux sont tombés sur la présidentielle de 2015 et que depuis l'on observe, le chef de file de l'opposition a envoyé une correspondance au chef de l'État depuis le début de cette année et qu'il n'a même pas daigné répondre jusqu'à ce jour. Moi, je pense que le fondamental aujourd'hui revient à ce peuple-là de montrer sa détermination à aller vers les réformes. Parce que si le gouvernement ne veut pas opérer les réformes, il revient à la rue de parler. Le peuple, c'est l'opposition? J'estime que dans un premier temps, même si l'opposition parle au nom de ce peuple dont on appelle aujourd'hui à descendre dans les rues, ça revient à ce peuple-là de se mobiliser. Parce que c'est au bout de la mobilisation qu'on arrive au bout d'une dictature. Malheureusement, c'est le constat qui est fait aujourd'hui. On prend les engagements, on n'arrive pas à les respecter, on joue le faux fuyant, on joue sur la mentalité des gens, on joue sur la division et que le constat est établi. Que ce gouvernement-là ne veut pas opérer les réformes et je ne vois pas quelle considération encore donner à ces acteurs-là qui ont pris des engagements et n'arrivent pas à les respecter. Alors, Jacques Diakouti, je reviens vers vous. Pourquoi, selon vous, les réformes traînent? Bon, vous savez, en politique,
chacun a une cuisine interne que chacun ne veut pas dévoiler sur la place publique. Ce qui est important aujourd'hui, il est vrai que nous voulons aller à des réformes, que le Togo puisse opérer des réformes. Il est vrai qu'il y a des réformes dans certains secteurs qui ont été opérées. Aujourd'hui, les seules réformes qui restent aujourd'hui, c'est au niveau des réformes sous la forme de la Constitution et des institutions. Je dis, c'est les réformes là aujourd'hui qui préoccupent l'ensemble des Togolais. Et il faudrait qu'on puisse aller à ces réformes. Il est important que, c'est vrai, quand on parle de la marche, la rue ne peut pas faire les réformes. Parce qu'aujourd'hui, quand vous prenez l'aspect, par exemple, de la décentralisation et des élections locales, aujourd'hui, l'opinion ne comprend pas grand-chose. Ce qu'on appelle une élection locale, ce qu'on appelle une décentralisation. Sans ça, comme moi je dis, ce qui est important aujourd'hui, il faut d'abord que le peuple togolais soit sensibilisé, que le peuple togolais soit éduqué par rapport à ce que c'est qu'une décentralisation, ce que c'est qu'effectivement une élection locale, ce qui coûterait à ce qu'on aille effectivement à ces réformes-là. Il faut qu'on puisse vraiment expliquer au peuple. Il est vrai aujourd'hui que l'ensemble du peuple togolais aspire à ce qu'on aille à ces réformes. Et ce qui est important aujourd'hui, on avait demandé entre-temps à la classe politique de pouvoir s'entendre au niveau de l'Assemblée nationale. Mais cela a capoté. Cela n'exclut pas que, même si les réformes doivent être faites aujourd'hui, cela passera également par la classe départ, c'est-à-dire au niveau de l'Assemblée nationale. C'est pourquoi je disais aujourd'hui, il est important que l'ensemble de la classe politique, il faut que cet ensemble-là puisse se concerter et que tous puissent avoir un langage commun. Par rapport à ces réformes. Et vous savez aujourd'hui, quoi qu'on dise, le parti au pouvoir a la majorité à l'Assemblée nationale. Et s'il faut que ce parti au pouvoir-là puisse accepter les réformes, il y a également des concessions qui doivent se faire. Et ces concessions-là ne doivent pas se faire dans la rue. Alors, l'ancien président français, Nicolas Sarkozy, disait « La rue ne gouverne pas, mais la rue fait des propositions. » Oui, je ne refuse pas. Vous savez, dans cette rue, c'est ce qu'on appelle la société civile. Dans cette rue-là, la société civile représente également cette rue. Les partis politiques également représentent cette rue. Parce que nous avons presque toutes les tendances, que ce soit au niveau des partis politiques, que ce soit également au niveau de la société civile. Donc il est important aujourd'hui qu'on laisse de côté, je ne refuse pas qu'on puisse manifester, mais aujourd'hui il faut qu'on aille au concret, qu'on puisse nous retrouver autour d'une table et qu'on fasse sortir des propositions avant de pouvoir rencontrer également la majorité. Parce qu'aujourd'hui, ce qui est important, il faut également négocier avec cette majorité. Vous ne pouvez pas vous lever comme ça et dire nous allons à l'Assemblée nationale ou nous allons dans la rue pour opérer des réformes. Cela ne pourra pas se passer. Donc aujourd'hui, il y a un rapport de force. Et le parti au pouvoir a la majorité à l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, l'opposition n'a pas cette majorité. Et avant que ces réformes-là puissent s'opérer, il faut également le concours de la majorité. Donc aujourd'hui, il faut qu'on aille à la négociation avec cette majorité et que l'ensemble de la classe politique et de la société civile, que l'ensemble puisse s'entendre sur le minimum que les réformes à opérer avant qu'on ne puisse le faire. Mais si aujourd'hui on ne veut pas opter, on ne veut pas aller, par exemple, à ces négociations, on pense que c'est la rue. À qui doit revenir cette initiative? C'est pourquoi je disais à l'instant, Dieu merci que dans notre pays aujourd'hui, nous avons un chef de file de l'opposition qui est là. Il faut que le chef de file de l'opposition puisse, parce que quand vous lisez même les prérogatives qui concernent également ce chef de file de l'opposition, il peut également rassembler les autres acteurs de la classe politique et de la société civile pour échanger sur des questions qui minent ou soit qui touchent l'ensemble de la nation. Donc il est important qu'il joue également sa partition, il joue son rôle de rassembleur et qu'il puisse discuter également avec les autres. Ça c'est important aujourd'hui. Justin Lani, je vous renvoie la même question. Pourquoi les réformes politiques et l'électorat traînent dans le pays? Pourquoi? Bon, les réformes politiques traînent, c'est parce que nous sommes en face d'un régime qui ne veut pas céder, qui n'a pas entré dans sa logique, le partage même du pouvoir. Parce que, figurez-vous que la question des réformes aujourd'hui ne date pas d'aujourd'hui. Et si on doit opérer ces réformes, je ne pense pas qu'il faille encore se poser la question d'aller vers les députés au Parlement ou chercher à se retrouver dans un cadre donné. Parce que, avant que les accords politiques globaux ne soient signés par les acteurs politiques, de l'opposition, de la société civile, et que même des gouvernants, il y avait une situation de crise qui s'est créée. Et c'est cet accord qui a légitimé, après tout, le règne de force ciblé aujourd'hui. Donc, en réalité, si on a cette volonté politique d'aller vers l'avant, on ne doit plus se poser la question de savoir quand est-ce qu'il faut opérer les réformes ou non.
de facto, l'accord signé, un gouvernement d'union a été installé, les législatives ont suivi. Je pense que dans cette ligne-là, on doit quand même opérer les réformes. Même si c'était courant de l'opposition estimait qu'en son temps, si on opérait les réformes, ça ne va que faire l'avantage d'un autre camp politique, notamment de l'opposition. Je fais allusion à tout ce que Maître Agbouibo avait dit en son temps, parce qu'il ne voulait pas que les réformes soient opérées, parce que c'est lui qui, à l'issue de cet accord politique global, a dirigé la transition en ce moment, avant même l'organisation des législatives de 2007. Donc, après, je pense que si vraiment il y a la volonté politique, on ne doit pas chercher peut-être à retourner la balle au niveau du Parlement. Parce qu'en réalité, c'est une question de vote au niveau du Parlement. Donc, lorsqu'on a une majorité mécanique et tout, je pense que la question même des réformes qui sort d'un accord ne doit plus encore se poser. Mais ici, c'est un accord que les partis ont signé. Donc, je pense qu'à partir de ce moment-là, s'il y a la volonté politique des gouvernants, voilà, nous avons signé des engagements parce qu'à partir de ce moment-là, on doit aller vers ceci. Peut-être on peut mettre en place une commission, élaborer les tests et puis on peut aller. Mais ce qui est un peu intéressant dans cette histoire, figurez-vous que c'est l'exécutif. C'est le chef de l'État même qui a pris l'initiative, qui a présidé le Conseil des ministres et qui, à l'issue, a envoyé un projet de loi concernant ces réformes au Parlement. Mais bizarre que cela puisse paraître, c'est sa majorité qui a refusé. Oui, ça c'est le passé, maintenant on revient au présent. Voilà, c'est le passé. Je pense que cette question, ou ce questionnement-là est encore d'actualité aujourd'hui. Donc, si le gouvernement veut opérer les réformes, le gouvernement peut opérer les réformes. N'oubliez pas également que le travail qu'a effectué la CVJR aussi avait proposé, avait insisté à ce que les réformes... Alors, le gouvernement, visiblement, n'est pas pressé, voilà. Pas pressé à faire les réformes. Voilà. Alors, pourquoi l'opposition, à son niveau, n'introduit pas une nouvelle proposition de loi à l'Assemblée pour qu'on puisse faire les réformes ou carrément réunir les 500 000 signatures pour qu'on ait au référendum? À la veille même de la présidentielle de 2015, l'opposition avait envoyé une proposition de loi. Après que le projet de loi du gouvernement soit refusé par sa propre majorité, l'opposition avait envoyé également une proposition de loi allant dans ce sens. Et la majorité mécanique au niveau du Parlement ne veut pas que ça évolue. Ils ont fait bloc. Mais l'opposition a une autre alternative, celle des 500 000 signatures pour qu'on aille au référendum. Non, moi, sincèrement, je fais l'analyse autrement du Togo. Kouldamegan se rappelle avec cette réforme, c'est cette initiative, mais il n'a pas été soutenu par les autres leaders de l'opposition. Bon, soutenu parce que moi, je pense que c'est une question de volonté politique. Un accord a été signé. Donc, si les gouvernements ont le bon sens, voudraient que ça puisse aller de l'avant pour que le Togo soit considéré comme un pays normal, moi, je pense qu'il revient à ces gouvernants-là d'aller vers les réformes. Parce que vous prenez aujourd'hui toutes les institutions de la République, elles sont complètement caporalisées par les gouvernants, le régime en place. Donc, si on a la volonté, je pense que ce n'est pas une question du jour au lendemain. Parce que imaginez... Donc, la volonté doit se trouver seulement au niveau du gouvernement, tout à fait. Au niveau de l'opposition aussi. Bon, avec la majorité mécanique dont on parle, même si l'opposition refuse maintenant d'aller vers les réformes aujourd'hui, le gouvernement, ceci a la volonté, le gouvernement peut opérer les réformes. Ça ne perdez pas de vue. Et ça me retourne la question de savoir combien de temps Foy-Nassigbe a pris pour remplacer son papa de faim dans la journée du 5 février 2005. C'est tout là, c'est à ce niveau-là que le problème se pose. C'est une question de volonté politique. Donc si cette volonté politique n'est pas dégagée, il est bien vrai que la rue ne gouverne pas, comme l'a dit l'ex-président français, mais au même moment, la rue peut obliger à faire changer les choses, comme ailleurs. Je crois qu'il faut souvent, quand on avance le problème des réformes constitutionnelles et institutionnelles, il faut voir d'où le Togo est parti et là où nous sommes également aujourd'hui. Il est vrai que quand on parle des réformes, le gouvernement ne peut pas prendre un décret comme ça et dire bon, aujourd'hui nous changeons la Constitution. Le gouvernement fait par exemple une proposition et la proposition va à l'Assemblée nationale. Le gouvernement l'a fait. C'est ce que j'ai dit. Le gouvernement fait un projet de loi. Le gouvernement envoie ça à l'Assemblée nationale. Autre fait également, quand il disait à l'instant que ce qui est important, c'est que le président Faure peut le faire à la seconde près, s'il veut. Mais ce qui est l'enjeu aujourd'hui, vous savez, quand vous prenez l'Assemblée nationale, ce n'est pas le parti seulement au pouvoir qui est représenté là-bas. Il y a l'ANC, il y a ADI, il y a le CA, il y a également le parti de Djimo Oré, il y a également Sursaut Togo. Bon, je crois que ça fait quand même une mamelle au niveau de cette vitalité démocratique-là. Et aujourd'hui, moi, là où je voudrais que l'opposition en vienne, c'est que l'opposition puisse se retrouver, parce que vous avez vu ce qui s'est passé par exemple au Bénin. Quand Patrice Talon est venu, il a formé une commission. Si aujourd'hui l'opposition décide, ils s'entendent sur la forme que ces réformes-là doivent prendre, c'est à eux maintenant de faire par rapport à la pression
que le gouvernement puisse former également une commission. Je sais que, entre-temps, le président avait annoncé cela également dans son discours, qu'une commission devait être formée des universitaires, des constitutionnalistes par rapport à cette constitution-là. Oui. Mais aujourd'hui, pourquoi ne pas encore mettre le charbon sur ces braises-là pour que le feu puisse prendre par rapport à la concertation, par rapport à la discussion, par rapport même à l'entente au sein de la classe politique pour booster également le président à ressortir également ce dossier et que cette commission-là puisse se former rapidement et qu'on puisse aller à ces réformes. Aujourd'hui, ne perdez pas de vue, même s'il faut qu'on change une constitution, et le gouvernement seul ou le Parlement seul ne le fera pas. Parce qu'on connaît un peu l'histoire du Togo. La CVJR a fait un peu l'historique de notre pays. La CVJR a ressorti un document aujourd'hui et nous savons d'où nous sommes partis et là où nous sommes aujourd'hui. Et il faut également que l'ensemble des universitaires, l'ensemble des constitutionnalistes, l'ensemble de la société civile et également des partis politiques se retrouvent et qu'on puisse trouver une formule par rapport à ces réformes-là. Nous reviendrons sur cette question de réforme politique vendredi prochain, sûrement avec un invité ici, qui viendra nous donner les grandes lignes de cette question. Mais bien avant, j'aimerais quand même placer un mot. Parce que sur la question même des réformes, on a connu le CPDC. D'accord? On a connu la rencontre de Togo Télécom. On a connu même l'invitation ou l'émission même du prélat dans ce dossier-là. On a vu ce que cela a donné. Pourquoi je dis ça? Parce que lorsque l'exécutif envoie un projet de loi au Parlement et que sa propre majorité a refusé, mais je pense qu'il devait y avoir forcément la conséquence ou une conséquence de droit. Cette conséquence, on ne l'a pas sentie. Ça voudrait dire qu'on laisse la proie, on va vous laisser maintenant réagir, après bon, on tire de ficelle, on vous manipule, on évolue. C'est là où moi je dis que le chef de l'État ne veut pas opérer les réformes. C'est une question, c'est un engagement pris. Si Front National veut opérer les réformes, je pense que c'est du jour au lendemain. Et c'est là où je repose le questionnement de savoir combien de temps il a mis pour qui a quitté le poste de ministre, pour être député, président, et que par après on a opéré le coup d'État. Je pense que c'est fondamental sur ce questionnement-là aussi de mûrir à travers les réflexions. On va parler de la lettre pastorale. Depuis que cette lettre est sortie, le 26 avril, juste aujourd'hui, on voit que la classe politique ne réagit pas vraiment par rapport à cette lettre. Alors, est-ce que vous comprenez cette position de la classe politique qui garde un silence face à la lettre pastorale de la conférence des évêques du Togo? Bon, la classe politique ne réagit pas d'une manière ou d'une autre, mais moi je crois que à travers les discussions que nous avons eues, à travers les interviews que nous avons réalisées à certains de ces acteurs-là, beaucoup se sont prononcés. Nous avons publié sur notre site et beaucoup ont jugé donc la démarche vraiment salutaire au niveau de cette lettre des évêques et ont voulu également que ça ne s'arrête pas là. Et beaucoup ont souhaité même qu'au-delà même de cette lettre publiée, que ces prélats puissent entamer la démarche pour aller raconter le chef de l'État. Mais c'est vous qui êtes allé vers. Oui, c'est ce que je dis. C'est ce que je dis. Mais eux-mêmes, à leur niveau, ne prennent pas l'initiative. Voilà, de façon officielle, peut-être à travers un point de presse, à travers une conférence de presse, on n'en a pas encore senti. Mais lorsque vous les racontez de façon individuelle, un peu partout, bon, chacun se prononce. Mais moi, je pense que la démarche aujourd'hui, ici, les prélats appellent à ce peuple-là d'être conscient vis-à-vis de ce qui se passe dans le pays, du point de vue social que politique et même la gestion qui est faite de notre pays, le Togo, aujourd'hui. Donc, il revient à tous citoyens de se poser la question de savoir où en sommes-nous, où nous voulons aller, quelle est la solution qu'on doit trouver à la crise, à l'ambiance qui existe encore aujourd'hui, et quel est ce Togo-là que nous allons laisser pour nos enfants, nos progénitures demain. Donc, je pense que c'est un peu là la situation. Mais il revient également à ces acteurs politiques-là de se prononcer, que ce soit de l'opposition au niveau également des gouvernements. Jacques Diakouti, est-ce que vous comprenez aujourd'hui le silence de la classe politique face à la lettre pastorale de la conférence des évêques du Togo? Non, quand vous lisez un peu par exemple la lettre pastorale, je crois que cette lettre également concerne et les prélats qui ont sorti cette lettre, et nous l'ensemble que nous sommes, la classe politique, la société civile, cela nous concerne tous. Donc il est important que chacun, le pan de responsabilité qu'il a au sein de la nation, que chacun puisse jouer son rôle et que chacun joue également sa partition. Si nous voulons aller par exemple de l'avant, on n'a pas besoin que quelqu'un vienne nous dire ce que nous devons faire. Et si nous savons que le pan de responsabilité que nous avons au sein de la société, au sein de la nation, et nous voulons que notre pays puisse avancer, mais c'est à chacun maintenant de pouvoir se dire, bon, voilà, je vais avancer. Mais vous savez, on ne peut jamais réveiller quelqu'un qui fait semblant de dormir. Donc, du moment où cette lettre est sortie, ce qui veut dire que
chacun d'entre nous, que nous sommes de la classe politique, de la société civile, nous tous nous sommes concernés. Donc il est important aujourd'hui maintenant que chacun puisse se dire il faut que mon pays avance. Et aujourd'hui les prélats ont sorti la lettre, d'autres ont commencé par réagir. Bon, nous avons vu une conférence s'est tenue la fois passée à l'Agora Senghor pour expliquer un peu... Ça c'est l'actif de la société civile. Voilà, maintenant, ce qui est important maintenant de faire et de dire, nous tous nous savons que ce que les prélats ont dit, c'est ce que nous vivons au quotidien. Maintenant, quelle est la responsabilité de chacun? Comment nous y prendre maintenant pour que nous puissions mettre en action ce que ces prélats ont dit? Et par rapport à eux-mêmes, les prélats qui ont sorti cette lettre-là, qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce qu'ils vont faire maintenant pour qu'on puisse booster tout ce qu'ils ont mis dans cette lettre-là et qu'on puisse mettre cela en pratique. Donc je crois que la responsabilité nous incombe tous. Et donc je ne pense pas que, même si la classe politique togolaise ne réagit pas, ce qui veut dire que nous tous, nous avons connaissance. Nous savons ce qui se passe dans notre pays. Nous n'avons pas besoin que quelqu'un d'autre vienne nous dire ce qui se passe. Mais le gouvernement non plus n'a pas réagi et c'est un peu surprenant. Le gouvernement aurait pu sortir un communiqué ou bien faire une sortie pour dire voilà ce qu'on pense de la lettre. Ce que vous oubliez, quand vous prenez par exemple l'Église catholique, vous savez, l'Église catholique a un siège qui est à Rome. Et nous tous, nous savons ce que Rome fait. Et nous tous, nous savons quand le pape, par exemple, parle, le pape s'est mis souvent dans les affaires politiques et autres. Nous tous, nous le savons. Donc, aujourd'hui, ce n'est pas nouveau pour les Togolais. Ce n'est pas nouveau également pour le gouvernement que les prélats puissent sortir également cette lettre. Donc, ce n'est pas seulement au Togo qu'ils le font souvent. Nous avons vu un peu partout dans le monde ce qui se passe. Avant les élections ou bien après les élections, les prélats sortent toujours des lettres pastorales pour attirer ou soit pour dire ceci ou cela. Donc, je crois que ce n'est pas du nouveau. Ce qu'ils ont dit, c'est ce que nous vivons cela au quotidien. Et si nous voulons que cela puisse marcher, bon, c'est à nous, c'est à chacun d'entre nous de jouer sa partition et de dire, bon, voilà ce que les autres ont énoncé, nous sommes au courant de ça. Ils ont parlé du vivre ensemble, ils ont parlé de la réconciliation, ils ont parlé de la décentralisation, ils ont parlé des élections locales, ils ont parlé des réformes. Mais c'est ce que nous vivons au quotidien. Nous tous, nous savons ce qui se passe dans notre pays. Donc si nous voulons avancer, on n'a pas besoin que les prélats viennent nous dire bon, ce que nous allons faire. Donc c'est à chacun d'entre nous. Si nous avons la volonté d'y aller, nous le ferons. Mais si nous n'avons pas la volonté, les gens peuvent écrire des lettres, des tonnes de lettres chaque jour pour mettre dans nos maisons. Mais si on n'a pas la volonté d'y avancer, ça ne changera rien. Mesdames, Messieurs, je rappelle que nous sommes dans Talk Talk, mercredi 11 mai 2016. Et tout à l'heure, dans exactement 5 minutes, nous aurons sur ce plateau notre invité. Il s'appelle Aimé Adi. Il est le responsable d'Amnesty International Togo avec lui. On va parler du dernier rapport de l'Amnesty International concernant la situation des droits de l'homme au Togo. Donc, la transition permettant, nous allons justement parler de ce rapport. Amnesty a sorti un rapport la semaine dernière, un rapport à Camblan, pour faire le point de la situation des droits de l'homme au Togo. Parce que vous l'avez lu, parce que l'Amnesty International trouve que depuis 5 ans, le gouvernement ne respecte pas ses engagements vis-à-vis de la communauté internationale. Vous l'avez vu? C'est pas étonnant. Quand vous vivez à l'interne, vous savez ce qui se passe. Et tout ce que Amnesty International a mis dans son rapport ne me surprend guère. Parce que nous savons que c'est ce qu'on vit au quotidien ici au Togo. Et si aujourd'hui l'Amnesty International revient également sur ce constat-là, moi je pense que c'est une très bonne chose. Et ce n'est pas non plus la première fois que l'Amnesty International a tiré sur la sonnette pour attirer l'attention de la communauté internationale et des gouvernants au Togo, de faire en sorte que la démocratie puisse quand même évoluer pour que les droits de l'homme aussi soient quand même respectés dans le pays. Mais le constat malheureux qui est fait, c'est qu'à chaque moment, mais le gouvernement fait semblant de ne pas attendre raison. Et ce qu'on constate, c'est que c'est l'accusation pour dire que l'Amnesty ne fait pas bien son travail. Donc l'Amnesty a quelque chose contre le Togo, contre les gouvernants, alors qu'à l'interne, on voit qu'aujourd'hui, il y a encore des détenus politiques. On voit encore qu'il y a des gens qui sont arrêtés de façon, entre guillemets, arbitraire, parce qu'on ne peut pas détenir des gens pour des faits dont aujourd'hui, il est difficile même d'élucider les tenants et les aboutissants. Je fais allusion à cette affaire des incendies des marchés du Togo, dans laquelle Etienne Yakanou, malheureusement, a perdu la vie. Et d'autres citoyens aujourd'hui sont un peu éparpillés partout. Et je pense également que c'est dans cette lignée-là que hier nuit, on apprenait la libération de Hervé Senou, donc l'un des détenus dans cette affaire. Donc c'est pour dire qu'à l'interne, le constat est établi, on ne respecte pas les droits de l'homme. Et je ne pense pas qu'il faut quand même laisser le temps à une institution, une quelconque institution ou organisation internationale avant de venir tirer sur la sonnette. Il revient maintenant à ce peuple togolais
de chercher à se libérer et de chercher à avoir donc les meilleures conditions de vie et à l'interne. Moi, je ne pense pas que forcément c'est Amnesty qui doit venir. Maintenant, si Amnesty International le fait, c'est bien, mais chaque fois Amnesty l'a fait, mais les gouvernants font sourds d'oreilles et ne veulent pas attendre raison. Jacques Dagouti, pour Amnesty International, le gouvernement a ignoré ou partiellement mis en œuvre la plupart des recommandations émises lors du passage du pays à l'examen périodique universel EPU de 2011. Votre réaction? Je crois que nous étions sur ce plateau un jour avec Kanye Afanou qui parlait des avancées du pays en matière des droits de l'homme. Je serais heureux qu'André Afanou soit sur ce plateau avec nous ce matin par rapport à cette question de l'Amnesty International. André Afanou avait vanté quand même les mérites du Togo sur des avancées démocratiques. Il avait parlé des limites aussi. Oui, je ne refuse pas. Vous savez, il faut qu'on se dise la vérité, il n'y a pas une liberté totale par rapport à des pays. Quand vous prenez presque tous les pays, il y a quand même des libertés, mais il y a souvent des terrains sur lesquels on ne va pas. Vous prenez par exemple ce qu'Amnesty a dit par rapport aux libertés sur les homosexuels. Ils ont parlé également des gays et puis des lesbiennes que le Togo n'accorde pas taux de liberté à ces gens. Je crois qu'il sera tout à l'heure sur ce plateau. Je suis désolé. Si c'est ce cas-là qui prennent par exemple pour épingler le Togo par rapport que le Togo ne respecte pas les droits de l'homme, ils n'ont qu'à continuer. Mais si c'est dans ce sens-là, qu'ils s'attendent que le Togo, population que nous sommes, ne seront jamais d'accord sur eux par rapport à ce rapport. Mais si c'est d'autres aspects, par exemple politiques, il est vrai qu'il y a plein d'autres aspects. Je ne refuse pas. Moi, cet aspect, vous permettez que je lise ceci. Moi, j'ai pris par exemple l'aspect, qui m'a le plus touché. Et je parle de cet aspect. Je sais des homosexuels. Bien sûr, je sais qu'il y a beaucoup d'aspects sur lesquels ils sont revenus et que nous tous, nous savons que le gouvernement doit faire des efforts. Et le gouvernement même a reconnu qu'il y a des efforts également à faire. Mais il y a certains aspects dans leur rapport que certains Togolais ils ne trouveront pas d'écho favorable sur la situation des gays et puis des lesbiennes dont ils ont parlé. Alors, je vous permettez, ces 5 dernières années, les forces de sécurité ont tué et blessé plusieurs personnes lors de manifestations pacifiques. Des journalistes et des défenseurs des droits humains ont été arrêtés. Les conditions carcérales ne répondent pas aux normes internationales et l'impunité pour les violations des droits humains a persisté. C'est ce que déclare François Patuel qui a fait la recherche sur le rapport qu'est-ce qu'il voulait tout récemment. Non, moi, je pense que c'est une vérité qu'on ne doit pas quand même cacher. C'est-à-dire qu'on ne doit pas s'inscrire dans la peau de défenseur pour défendre le gouvernement ici. Je suis désolé. Personne n'a défendu le gouvernement. Nous ne sommes pas des communicateurs. Non. Ce que nous disons. Mais le constat, moi, j'ai pris un aspect. Est-ce que j'ai la parole? Non, tu ne peux pas dire que quelqu'un est là. Je suis sur le plateau. Je ne sais pas qui est là. Est-ce que j'ai la parole? Non, il n'a qu'à retirer ce qu'il a dit. Non, est-ce que j'ai la parole? Je ne vais pas retirer. Personne. Non, je ne suis pas d'accord. Est-ce que j'ai la parole? Est-ce que j'ai la parole? Il ne peut pas dire que quelqu'un est ici pour défendre le gouvernement. Moi, j'ai donné un aspect sur le conseil. J'ai parlé d'un aspect qui me concerne. Il ne faut pas qu'il dise que quelqu'un est ici sur le plateau pour défendre le gouvernement. C'est moi qui ai la parole. Personne n'est ici. Nous tous sommes en train de c'est moi qui ai la parole. C'est moi qui ai la parole. Qu'on dise que quelqu'un d'autre est ici. C'est moi qui ai la parole. Pour défendre. Je termine pays. Non, pas du tout. Tu ne peux pas dire ça. Non, moi je n'ai pas quitté le plateau. Est-ce que tu dis ce que je n'ai pas dit? Est-ce que je peux continuer? Est-ce que je peux continuer? Donc, c'est le constat malheureusement. Donc, l'Amnesty International fait un travail. Et ce travail-là est connu de tous à l'interne. Il est bien vrai qu'un rapport, il y a des pans, il y a des aspects qu'on relève dans un rapport. Ça peut plaire ou ne pas plaire. Mais estimer que, Amnesty n'a pas fait bien son travail, s'inscrit dans la peau de défenseur d'un pouvoir qui a dit ça, qui martyrise. Qui a dit que le gouvernement... Qui a dit que... Je fais un constat, malheureusement. Malheureusement, je fais un constat. S'inscrit dans la peau... Mais là, je sais, il faut réagir par rapport au rapport. Malheureusement, s'inscrit dans cette peau-là. Moi, je pense que c'est jouer vraiment le fou. Je parle du rapport. Maintenant, par rapport à ce rapport, je pense que ce que l'Amnesty International a révélé est connu de tous à l'interne. Regardez ce qui se passe actuellement à Mango. Regardez les conditions de détention des détenus. Ce n'est plus à démontrer par qui que ce soit. Donc, si Amnesty International tire sur la sonnette, il revient à ses gouvernants de corriger la manière de faire, d'aller vers l'excellence, d'aller vers le normal. Donc, je ne pense pas qu'il faille encore tourner autour du pot, estimant que l'Amnesty a quelque chose contre le Togo et on le plaint le Togo. Et si je vais observer tout à l'heure que ce n'est pas la première fois que l'Amnesty sort de tels rapports pareils sur le Togo, mais le gouvernement n'arrive pas à changer de comportement. Merci, Justin Jacques, rapidement. Non, mais c'est ce que j'ai dit. Moi,
je ne serai jamais d'accord. Comme je le disais à l'instant, nous avons reçu, nous étions sur le plateau avec les responsables des droits de l'homme. Je le réaffirme. Je lui dis également que nous tous, nous savons qu'il y a quand même des avancées. Mais comme je le disais à l'instant, par rapport aux libertés, nous savons qu'il y a quand même des limites à certaines choses. On ne peut pas dire que le gouvernement a tout respecté. Il y a quand même des difficultés. Mais quand s'il y a des avancées, nous sommes des observateurs, nous sommes des acteurs également. Nous sommes après tout Togolais. Nous sommes citoyens togolais. Donc quand quelque chose marche, il faut qu'on le dise. Qu'on ait l'honnêteté de le dire que ça marche. Quand ça ne marche pas également, qu'on ait l'honnêteté également de dire que ça ne marche pas. Personne n'est ici pour défendre le gouvernement. Mais par rapport à la situation, on se dit qu'il y a quand même des avancées. L'Amnesty internationale a raison de faire, par exemple, son rapport. Il est dans ses droits. Mais sur certaines situations, en tant que Togolais, il faut qu'on donne également notre point de vue. Merci Jacques Darouti. Alors que la communauté internationale avait exhorté le pays à faire des efforts, la situation des droits humains ne s'est pas améliorée et cela doit changer, précise Amnesty, qui parle de 7 morts et 117 blessés en novembre 2015 à Mango. Le rapport évoque également des cas de torture exercés par des forces de l'ordre sur des citoyens pour leur arracher des aveux, comme ce fut le cas en novembre 2015 à Mango. Les événements de Gléi qui ont fait 1 mort et 30 blessés en mars 2015 sont aussi répertoriés dans le rapport. On marque une pause et on reçoit ici en studio Aimé Adi, le patron d'Amnesty International Togo. Suivez tous les lundis, mercredis et vendredis votre émission Toc Toc. Toc Toc passe au crible les grands sujets de l'heure et développe des thématiques sur le plan social, politique, économique, sportif et culturel. En studio pour en débattre des journalistes et des experts. Rediffusion la nuit à 22h30. Mesdames, Messieurs, retour en studio avec notre invité, je rappelle, qui s'appelle Aimé Adi. Il est le responsable d'Amnesty International Togo. Bonjour, monsieur Adi. Bonjour. Alors, je rappelle que votre organisation internationale a sorti la semaine dernière un rapport sur le Togo. D'abord, on veut savoir quels sont les points saillants de ce rapport. D'accord, je vous remercie pour l'invitation. Je salue les collègues et amis qui ont vraiment fait un bon débat tout à l'heure. C'est ce que nous souhaitons à travers nos rapports. Mais avant toute chose, je voudrais préciser le cadre dans lequel le rapport a été élaboré. Je pense que notre rapport répond à un souci de l'Assemblée générale des Nations unies qui a adopté une résolution qu'on appelle la résolution 60/251 qui demande aux États de produire des rapports devant le Conseil des droits de l'homme. Et donc le Togo l'a fait avec tambour battant en 2011 où ils ont pu démontrer exactement la situation des droits de l'homme dans le pays. C'était le premier cycle. Et donc cette même résolution aussi demande aux organisations des droits de l'homme sur le territoire ou hors du territoire de produire aussi des contre-rapports. Pas forcément pour critiquer le gouvernement, mais pour donner une autre approche de la situation des droits de l'homme dans le pays. Et donc, dans ce sens-là, Amnesty International a d'abord fait un atelier de renforcement de capacités pour les ONG locales, en vue de les aider, elles aussi, à pouvoir produire des rapports alternatifs. Et donc, nous aussi, en tant qu'organisation des droits de l'homme, nous avons pu faire un travail. Et donc, notre rapport, en réalité, comporte 3 grandes parties. Vous avez une première partie qui revient sur les anciens engagements pris par l'État togolais en 2011. Ce n'est pas nous qui avons pris les engagements. Et deuxièmement, nous allons démontrer par les faits sur le terrain qu'un certain nombre d'engagements n'ont pas été respectés. Et enfin, comme pour ne pas ressembler à des gens qui critiquent seulement, nous avons fait des recommandations et des propositions vis-à-vis des instruments internationaux et non vis-à-vis des valeurs que défendent des militants d'Amnesty International. Et donc voilà en grande partie ce que contient le rapport. On pourra revenir en détail. Alors, maintenant, qu'est-ce qui n'a pas marché ces 5 dernières années au Togo au point de susciter un nouveau rapport de la part d'Amnesty International? Comme je le rappelle, ce n'est pas un nouveau rapport que nous produisons. C'est au fait une recommandation que nous suivons. Si nous ne le faisons pas, je pense que nous manquons à notre devoir d'organisation des droits de l'homme. Et donc, dans cette foulée-là, nous avons pu produire un travail très de bonne qualité. Je souhaite que quand les gens veulent critiquer des rapports ou parler des rapports d'Amnesty International, prenez bien soin le temps de le lire. Ne
lisez pas seulement ce que vous avez dans les journaux. Prenez le temps, vous pouvez nous le demander. Le rapport, il est toujours gratuit et libre. Et vous allez voir. Donc, il y a eu, en premier point, la question de la répression contre les réunions que vous avez. Et donc, si vous prenez tous vos journaux, je ne veux même pas encore entrer dans les détails, à chaque fois, vous revenez sur un certain nombre de faits. Et récemment, les faits sont assez têtus pour nous le démontrer, par rapport à Mango, par rapport à Gli et d'autres faits, en réalité liés aux réunions pacifiques. Probablement, vous verrez l'autorité qui va vous dire non, ce ne sont pas forcément des réunions pacifiques. Ok. Vous voyez, moi, je reviens à ma 4e mission de Mango. Donc, de novembre jusqu'à février que vous voyez. Quand vous voyez un certain nombre de manifestations, la plupart du temps, elles sont réellement tout au début pacifiques. C'est quand vous voyez la répression commencer qu'elle se transforme en réunion ou en rassemblement de violence. Deuxièmement, vous avez la question de la restriction à la liberté d'expression. Je pourrais revenir en détail. Quand parfois j'entends des commentaires, je reçois moi-même aussi parfois des critiques acerbes, même des personnes de votre propre entourage, qui vous disent que non, vous ne pouvez pas dire qu'il n'y a pas une restriction de la liberté d'expression. Je pense que la liberté d'expression, à ce que je sache, nous, dans le domaine des droits humains, nous ne pouvons pas la restreindre uniquement au nombre de parutions ou au nombre de numéros ou à la qualité des débats qui se déroulent dans les débats. Quand par exemple le président d'une institution comme l'ancien président de la CNDH, la Commission nationale des droits de l'homme, Kofi Kounté, est menacé pour avoir exprimé son désaveu vis-à-vis d'un rapport ou d'une manière alléguée qu'on peut appeler falsifiée parce que pour l'instant il n'y a pas eu une enquête sur ces faits-là, est menacé et qu'il quitte le pays, on ne peut pas me dire que forcément il y a une liberté d'expression. Quand le commandant Olivier Hama s'est exprimé publiquement sur la situation de notre pays et qu'il a été jugé et même mis en détention et qu'il était obligé d'aller devenir comme un réfugié ailleurs, on ne peut pas me dire qu'on est dans un pays où il y a la liberté d'expression. Je voudrais réserver le temps à ceux qui pensent qu'il y a la liberté de pouvoir me le démontrer. Et le nombre de journaux. Et je peux vous dire que Amnesty International ne travaille pas seulement sur le Togo. Vous avez beaucoup de pays dans lesquels nous revenons sur ces mêmes faits. Le pouvoir lui-même peut créer 1 million de numéros pour démontrer qu'il y a une liberté d'expression. Alors que vous avez 1 ou 2 numéros qui sont assez critiques dans un pays. Nous, on était regardants, on lit tout, on scrute. Vous avez la question de la torture. Et il y a beaucoup d'allégations. Nous ne disons pas que forcément la torture est devenue une légion au Togo, une méthode qui est répartie. Nous demandons tout simplement, d'abord, il faut lire nos rapports, qu'il y ait des enquêtes quand il y a allégation de torture. Je pense que c'est la moindre des choses qu'on peut demander à un État. Et bien sûr, on revient sur l'éternelle question, la question de l'impunité et la lutte pour l'impunité. Mais donc vous direz que ces faits ne sont pas récents, ça date de 3-4 ans. Évidemment. Pourquoi on revient sur les faits? Parce que c'est une compilation ou un recensement de l'ensemble des faits entre 2011 et 2015. Ce n'est pas nous qui l'inventons. C'est la résolution qui demande aux organisations des droits de l'homme de mesurer ou de frapper au fer de leur propre pensée la situation des droits de l'homme. Donc vous êtes obligé de revenir aux recommandations formulées par les États. Je prends par exemple une recommandation, la recommandation dite 100 points et 54 du Bénin. Je ne vais même pas prendre la recommandation d'un pays européen pour qu'on me dise que c'est une opposition. Demandez par exemple à l'État togolais de pouvoir prendre des dispositions rapides sur la situation carcérale au Togo. Je vous donne un exemple. Les prisons, au moment où on élaborait le rapport au Togo, avaient 4523, précisément le chiffre qu'on avait de détenus, alors que leur capacité n'était que de 2720 détenus. Est-ce que ça, le dire, Amnesty International est en train de tirer à boulet rouge sur un gouvernement? C'est une réalité parce que ce sont nos frères qui sont en réalité là-bas. Je ne voudrais pas simplement que les prisonniers deviennent juste des monuments ou des objets de culte de prière où tout le monde passe avec un peu de gari, un peu de sucre et tout. Non! Si des gens doivent recouvrer leur liberté, qu'ils y aillent. Mais si quelqu'un est coupable, qu'effectivement il y reste et subissent la rigueur de la loi. Nous ne sommes pas une organisation de libertinage, mais précisément, nous voulons qu'il y ait la vérité et que chacun respecte ses engagements vis-à-vis de son autorité. Et donc, il y a aussi la question de la modification des lois. Vous avez une recommandation faite par le Cap Vert, la recommandation 100.52,
qui demandait à ce que l'État togolais puisse modifier le code pénal. Effectivement, le Togo l'a fait. Ça a été fait. Ça a été fait. Excusez-moi, c'est bien de faire les choses. C'est ce que je disais. Quand on dit liberté d'expression, on ramène tout au nombre de parutions. On peut bien modifier nos lois, mais ne pas être en mesure d'être en rapport avec les normes internationales. Parce que, par exemple, au moment où le Togo l'a adopté, difficilement, par exemple, on peut nous dire que nous, on est là juste pour critiquer. Nous avons sollicité nous-mêmes qu'on puisse avoir le draft pour qu'en amont, nous puissions faire nos propositions. Parce que nous savons, moi je suis Togolais, je ne peux pas laisser que au niveau international, que les gens tirent sur mon pays facilement. J'ai demandé aux gens d'une manière stratégique, donnez-nous au moins le draft, qu'en amont, on puisse envoyer ça à nos spécialistes sur les questions, sur les normes internationales, pour qu'on puisse faire des propositions. L'objectif n'est pas qu'on puisse prendre tout, mais au moins qu'on puisse avoir un document qui reflète un peu. Bon, vous prenez la définition de la torture. Pourquoi le Togo a refusé de plaquer intégralement la définition de la Convention des Nations Unies contre la torture auquel le Togo est parti en 1997? C'est regrettable, parce qu'on dirait qu'on perd le temps. Pourquoi aller inventer une autre définition ou prendre la définition d'un autre pays qui en réalité ne respecte pas ses engagements vis-à-vis de cette convention? Tout simplement. Donc vous voyez qu'il y a une perte de temps et de ressources quand on fait le travail. Pour ne même pas aller plus loin, récemment, il y a une loi qui fait encore débat, sur laquelle Amnesty International n'a pas encore pris de position. C'est laquelle? La loi sur les associations, qui est encore un projet de loi adopté par le gouvernement, qui fait débat. Tout le monde la loi 1901. Voilà, les gens sont venus vers nous. J'ai dit non, moi je ne polémique pas sur ces genres de choses. Il faut être respectable. Avant de parler de quelque chose, il faut l'avoir sous la main. J'ai pris le temps, j'ai écrit à l'autorité compétente, probablement de pouvoir recevoir la copie et de voir déjà humblement si nous pouvons approcher les autorités ou leur adresser un courrier dans lequel nous allons faire nos propositions. On m'a répondu blanc sur noir, je peux vous donner la lettre. Nous ne pouvons pas vous donner le projet de loi tant qu'il n'a pas été adopté ni promulgué. Donc vous allez voir ce qui va se passer. En 2017, je reviendrai sur le même plateau que Amnesty International dit qu'il y a restriction à la liberté d'association. Alors qu'on pouvait l'éviter, de nous donner l'information en amont pour que nous tous, on puisse prendre part au débat. Maintenant, on va nous laisser, on va aller vers les parlementaires. Alors que vous savez qu'au Parlement, je reconnais bien la compétence de beaucoup de personnes là-bas, la bonne volonté dans tous les partis. Ce n'est pas seulement du côté de l'opposition. Même au sein de UNIR, vous trouvez des personnes très ouvertes avec qui vous discutez. Mais malheureusement, le débat est souvent très politisé. Et vous n'avez pas la chance de glisser vraiment quelque chose qui puisse aboutir à un débat de bon aloi. Et donc, dans ces situations, parfois, la seule chose qui nous reste, c'est de pouvoir attendre et qu'après, on puisse constater ce qui n'est pas bien. Une question d'invité? Non, je crois que ce qu'il vient de dire par rapport au rapport, nous l'avons lu. Nous sommes, après tout, les leaders d'opinion. On ne peut pas parler de ce qu'on ne connaît pas et de ce qu'on ne sait pas. Et ça serait même dangereux, suicidaire, de parler de ce que tu ne connais pas. Nous avons lu le rapport de Amnesty International. Quand je soulevais un aspect ici de ce rapport, j'ai parlé ici de l'homosexualité dont ils ont dit que le Togo a enfreint. Donc c'est à ça que moi je disais non. S'il venait sur ce plateau, moi je lui dirais pour ma conviction que moi je ne serais jamais d'accord par rapport à ce rapport-là. Donc c'est à cette question que moi je voulais en venir. Et c'est sur cet aspect-là moi que je critiquais le rapport. Mais tout ce qu'ils ont énuméré par rapport à la situation carcérale du Togo, par rapport aux libertés de manifestation, c'est eux qui sont souvent en contact avec les populations. Ils sont souvent également en contact avec le pouvoir ou bien le gouvernement. Et ce sont eux qui savent comment les choses se passent. Et vous avez bien posé une question de savoir que les faits souvent allégués, peut-être c'est des faits qui remontent peut-être 5 ans après par rapport à la situation auquel nous vivons aujourd'hui. Donc moi, ma question sur le rapport d'Amnesty, est-ce que c'est des faits quotidiens ou bien ils reviennent toujours sur des aspects où ils n'ont pas trouvé de réponse, qui continuent toujours pour prendre des rapports? Moi, c'était mon inquiétude par rapport à ce rapport. D'accord, je voudrais d'abord revenir sur la question soulevée. J'ai entendu les débats sur la question des homosexuels. Non. Je pense que si vous lisez très bien le rapport, nous n'avons pas dit nulle part. Probablement que les gens se sont tenus à l'interview de François Patuel sur RFI, évidemment, l'interview. Nous avons dit dans notre rapport qu'il y a des personnes actuellement qui parfois sont détenues à cause de leur orientation sexuelle. Nous n'avons jamais dit nulle part
que nous demandons aux autorités togolaises de pouvoir légiférer ou de légitimer de tels actes. Nous, ça ne nous concerne pas. La sexualité des gens, c'est à chacun de prendre sa disposition. Moi, je n'ai pas de valeur morale à donner à la sexualité de quelqu'un. Si je vais tout à l'heure au Tchad ou au Cameroun, c'est ce que je vois que je dois respecter. Par contre, on ne peut pas dans la rue, par exemple, monsieur Justin, qu'on vous arrête parce que vous êtes journaliste et arrivé à la maison, on voit votre maman, vous dites « Ah, comme il est journaliste, si vous ne donnez pas 60 000 francs, nous n'allons pas le libérer. » C'est de ça qu'il s'agit. On arrête des gens qui sont dans une position particulière et maintenant, on essaie de leur extorquer de l'argent. Je voudrais bien qu'on me dise... Il y a des cas précis. Lisez le rapport. Nous avons donné 3 cas. Nous avons donné 3 cas. Il y a un qui a été détenu. Quand on a constaté que, au fait, c'est parce qu'il était un homme et qu'il s'était habillé en femme, qu'il s'était déguisé, on lui dit, ok, si ça n'est ainsi, réhabille-toi et puis danse devant nous. Vous comprenez? On veut bien détester ces gens-là, mais parfois on a envie de voir ce qu'ils font. Ou bien, on déteste les gens, mais pourquoi alors demander de l'argent? Mais je voudrais bien qu'on repousse bien, si je suis au plan moral, je ne parle pas uniquement des droits de l'homme. Si je suis au plan moral, on me dit c'est un péché. Alors vous demandez alors l'argent au pécheur pour faire quoi? Il faut le laisser libre. C'est ce que je demande. Donc notre rapport n'a dit nulle part que nous demandons à ce qu'on dise que l'homosexualité ou un acte sexuel soit légitimé. Nous, ce n'est pas notre histoire, mais que personne dans ce pays ne soit arrêté à cause de son orientation sexuelle, parce que ce n'est pas ce qui identifie l'homme. D'ailleurs, si je dois me résumer, je pense de plus en plus, nous sommes tous totalement convaincus que, à moins qu'on me demande le contraire, que nous restons humains tant que nous respirons et qu'on a le sang. Parce qu'on parle des droits de l'homme. On ne parle pas des droits des femmes, des droits des homosexuels ou des handicapés. Ce sont les droits de l'homme, un point bas. Nous travaillons avec cela. Voilà, monsieur a dit, nous sommes aussi des journalistes, nous sommes en contact avec les populations. C'est la règle qui nous l'impose. Vous avez publié un rapport, l'Amnesty International, bien sûr. Vous êtes la branche ici au Togo. Et quel est aujourd'hui le retour que vous avez dans l'opinion, même au niveau des gouvernants? D'accord. Le retour est très favorable et très intéressant quand on contacte les populations et surtout les victimes qui ont été citées et qui ont accepté d'être illustrées dans le rapport. Parce que, je rappelle, vous allez probablement me poser quelques questions par rapport à la réaction des autorités. Et vous verrez que nous, avant de pouvoir publier quelque chose, si vous avez été une victime, souvent on fait un entretien avec vous et on vous demande si vous êtes d'accord qu'on puisse utiliser l'information. Si vous n'êtes pas d'accord, nous ne pouvons pas jamais l'utiliser. Et donc, c'est très favorable. Les commentaires sont tout à fait les bienvenus. Tout ce qu'on a reçu comme point. Par contre, du côté des autorités, officiellement, à part ce que j'ai lu sur le site officiel de la République togolaise, qui au fait est notre site à tous, parce qu'il faut le dire, mais qui ne reflète pas souvent l'opinion de nous tous, à part la revue de presse que je vois là-bas, qui en fait reprend parfois quelques critiques vis-à-vis du gouvernement. Le reste, c'est un site que je pourrais appeler de propagande. Mais c'est à chaque État de choisir sa méthode de communication. Justement, par rapport au gouvernement, pour le gouvernement togolais, ce rapport accablant est une attaque d'Amnesty International contre ses progrès démocratiques. Toujours sur le site officiel, on peut lire « Depuis des décennies, Amnesty International a le Togo dans son collimateur. Si les évolutions démocratiques et les progrès en matière de droits de défense des droits de l'homme sont reconnus par tous, seul Amnesty International continue à décrire le pays comme une sombre dictature. Le gouvernement qualifie ce catalogue de ces mauvaises pratiques de tendancieux et incomplet et de nature peu crédible. » Votre réaction rapidement. Très bien. Très bien. Il y a un langage que nous, à Amnesty, nous n'avons jamais dans notre lexique. Des termes comme dictature, accablant, régime tyrannique. C'est les journalistes et le public qui l'utilisent à l'interprétation du rapport. Nous n'avons jamais ces termes. Et donc, notre but est plutôt d'amener les autorités à comprendre une situation et de prendre des mesures idoines en vue d'y remédier. Nous pouvons être éreintés mais des réactions des autorités, mais on sort toujours requinqué par l'aspect et je le dis très bien, la situation et les faits sont têtus et reviennent. Si les autorités retournent en octobre et novembre en 2016 à Genève devant le Conseil des droits de l'homme auquel même le Togo est membre, et que les autorités ne prennent pas des dispositions pour améliorer, par exemple, la lutte contre l'impunité, quand on le dit. Je donnais un exemple simplement. Si vous sortez tout à l'heure au nom de votre travail, vous blessez quelqu'un par votre caméra, je pense que votre service prendra des dispositions disciplinaires, mais en même temps, la personne qui a été blessée peut porter plainte ou le procureur peut engager une poursuite contre vous. Mais par contre, il y a des catégories de personnes dans ce pays, quand parfois elles commettent des bavures où elles ne font pas bien leur travail, eux, c'est uniquement les procédures disciplinaires qui sont engagées.
Nous ne sommes pas d'accord. Nous pensons que... Vous faites allusion à l'armée? Souvent, les forces de sécurité, dans le cas de réglementation de manifestations, nous on demande tout simplement que la justice aussi puisse faire son travail. C'est uniquement à cette condition que la population se sentira rassurée et qu'on pourra éviter des attaques comme ce qu'on vient de voir à Kanté ou ailleurs. Parce que maintenant, tout le monde se sent totalement imbu d'une certaine forme de s'en prendre à n'importe qui dans la rue. Parce que tout simplement, on a l'impression que, comme les dispositifs légaux ne fonctionnent pas, en vue de réprimer les délits dans la société, chacun peut se faire justice, notamment les vindictes populaires qu'on dénonce chaque temps dans les quartiers. Donc, pour nous, vraiment, je voudrais encore une fois être clair et, si possible, supplier les autorités et de leur dire que notre but n'a jamais été d'être contre quelqu'un, mais au contraire, de pouvoir travailler. Parce que si la situation des droits de l'homme s'améliore, ce n'est pas à l'actif d'Amnesty, c'est à l'actif des autorités, parce que c'est elles qui l'ont fait. Et d'ailleurs, quand les gens disent que nous avons écrit un rapport uniquement pour pouvoir éreinter le gouvernement, je ne suis pas d'accord. Si vous prenez, il y a des recommandations sur lesquelles nous avons dit que le Togo l'a mis en application. Par exemple, il y a une recommandation demandant au Togo de ratifier la Convention internationale sur des personnes pour la protection sur les disparitions forcées, ce qui a été fait. Le Togo a ratifié aussi le deuxième protocole facultatif au pacte international sur les droits civils et politiques, ce qui a été fait, nous l'avons souligné. Donc, s'il vous plaît, quand on voudrait parfois interpréter nos rapports, c'est bien de le prendre dans l'ensemble. Et parfois, si vous le voyez dans nos rapports, à chaque fois qu'on veut dénoncer quelque chose, nous vous donnons l'avis de l'autorité. Parce que quand nous allons sur le terrain et que nous revenons, parfois nous cherchons à rencontrer les autorités. Pourvu qu'elles nous donnent le temps, nous discutons. On a vraiment eu de très bonnes discussions. Je félicite ici les autorités, comme par exemple le recommandement de la police qui vraiment s'est bien exprimé. On avait des éléments qu'on pouvait mettre, mais on les a immédiatement enlevés parce que le dialogue a été construit. Mais quand on bloque les portes, on refuse la discussion, évidemment, on ne peut que parfois amener des choses et qui amènent les gens à penser que nous sommes là contre un régime. Pas du tout. Nous choisissons Amnesty n'a jamais choisi un régime politique dans le monde. Nous avons existé il y a 50 ans et donc notre devoir c'est d'attirer et de se tirer la sonnette d'alarme. Et donc je pense que dans toute société, il faut bien sûr des lanceurs d'alerte. Le site gouvernemental République Togo, on pense que vous êtes mal renseigné. Je voudrais probablement dire aux rédacteurs de ce site-là qu'ils sont mal renseignés sur les méthodes de travail d'Amnesty International. Amnesty International, pour produire un travail, n'a pas besoin de renseignements. Nous ne sommes pas des services de renseignement dans un pays. D'ailleurs, nous n'avons pas les capacités, les moyens. Nous optons pour une méthode basée sur l'entretien, sur la visite de terrain et la rencontre avec les autorités. C'est à partir de ces méthodes-là que nous arrivons à produire un travail de bonne loi. Et il pourrait passer dans tous les pays. C'est la même méthode qui s'applique à tous les territoires du monde entier. Même si on nous amenait, parce qu'une fois au Vatican, nous avons fait un rapport sur le Vatican. Donc, nous appliquons les mêmes méthodes à toutes les sociétés. Et encore une fois, je voudrais encore préciser que ce n'est pas une attaque sur le Togo. Avant de venir ce matin, de 8h, je commence mon boulot à 8h, j'arrive à 7h45. Jusqu'à l'heure que je n'arrive, on a déjà produit 5 rapports. Je peux vous citer les pays Brésil, États-Unis, nous venons de critiquer. L'Union européenne est rentrée sur la question migratoire. Donc nous ne sommes pas là pour s'en prendre à un régime. Nous sommes là pour dénoncer ce qui ne va pas parce que dans le monde que je vois, par exemple, c'est bien d'avoir des journalistes, c'est bien qu'il y ait des prélats, c'est bien qu'il y ait des pasteurs, c'est bien qu'il y ait aussi des voleurs, parfois, pour nous rappeler notre devoir de solidarité vis-à-vis des autres. Et c'est bien aussi qu'il y ait des organisations qui se mettre dans une position de pouvoir nous interpeller. Même si demain, c'est vous, c'est moi qui a la chance d'avoir une autorité dans ce pays, Amnesty le critiquera fermement. Je pense qu'il y a eu même des dirigeants d'Amnesty qui, après, ont été ministres ou quelque chose dans des gouvernements, mais ils ont reçu les vindictes totales de notre organisation. Quelle est la nature aujourd'hui, la nature de la relation entre Amnesty International et le gouvernement togolais? Parce qu'on sait que depuis 1998, c'est de vives tensions entre les deux entités. On peut savoir aujourd'hui? Dieu merci, Amnesty International se porte bien. Je pense aussi que les autorités togolaises aussi sont au beau fixe vis-à-vis de leurs propres intentions.
Je pense que le but d'Amnesty n'est pas d'avoir des relations d'amitié ou de cordialité avec les dirigeants du monde entier. Si tel était le cas, nous aurions déjà disparu. Notre but est de pouvoir tirer la sonnette d'alarme. Les relations sont ce qu'elles sont. Parfois, certaines autorités, et ça dépend des autorités, certaines sont ouvertes à discuter avec nous. Je pense que c'est la meilleure manière de pouvoir aider à faire bien le travail. D'autres totalement pensent qu'on est dans une posture de s'en prendre à un système ou à un intérêt. Pas du tout, tel n'est pas notre objectif. Et donc notre souhait est que ces relations continuent. Ce n'est pas une question de les améliorer ou de pouvoir aller vers une fusion ou une confusion. Pas du tout, nous restons toujours dans notre rôle qui est celui de lever les voix des victimes. C'est tout ce que nous faisons. Ces victimes-là, c'est aussi des frères et des sœurs des membres du gouvernement. Et donc, je ne vois pas pourquoi ça dérange autant un certain nombre de personnes qui pensent que Amnesty International s'en prend à des intérêts politiques. Pas du tout. Donc, encore une fois, si vous constatez, à chaque fois qu'une autorité politique, même si elle était du gouvernement, qu'elle le quitte et qu'elle a des problèmes et que cela demande notre intervention, que cela rentre dans nos prérogatives, rapidement, nous n'hésitons pas à pouvoir faire appel à notre méthode de travail, à notre mission pour pouvoir y répondre. C'est ça notre devoir. Alors, M. Adi, nous savons qu'il y a aussi deux organisations de droits de l'homme à l'interne. Et depuis que le rapport est publié, est-ce que vous avez eu des informations selon lesquelles elles ont partagé favorablement ou défavorablement ce rapport? Oui, il y a des ONG avec qui on discute parfois, mais vous savez, nous avons des missions parfois qui sont parfois spécifiques. Il y en a qui sont totalement spécialisés sur les questions de torture, d'autres qui s'engagent sur d'autres aspects liés à la gouvernance. Nous, ce n'est pas notre objectif. Ceux qui s'intéressent purement à la question des droits de l'homme, on a échangé, je pense qu'elles se retrouvent entièrement dans ce que nous avons dit. Même si parfois, eux, ils n'ont pas la possibilité de pouvoir toucher un certain nombre de réalités. Parce qu'il faut avoir, ce qui se dit là, il faut avoir les capacités pour le faire. Il faut recueillir les informations. Même si on me dit que c'est des faits, on revient sur des faits de 2012-2013. Avant de pouvoir les mentionner dans un rapport, il faudra avoir les ressources et les capacités pour pouvoir les vérifier, s'il y a eu amélioration ou pas. Et donc pour cela, il faut effectuer des missions, il faut être en mesure de rencontrer des personnes et de protéger ces personnes-là. Que pensez-vous de ceux-là qui pensent, qui donnent tout de go, de satisfaire à ce gouvernement, que voilà, les droits de l'homme, ça va, et puis bon, voilà, le gouvernement fait des efforts, et donc on doit l'accompagner ainsi de suite, ceux-là qui tiennent des propos de ce genre? Moi, je suis personnellement très respectueux de la vie de chacun. Vous voyez, quand quelqu'un se lève un matin et dit qu'il est illuminé et qu'il veut vous enseigner la parole de Dieu, vous ne savez pas de quelle illumination dont il parle. Donc quand quelqu'un s'engage aussi dans le domaine des droits de l'homme, parfois j'ai l'impression que c'est de l'illumination. Et donc, moi je travaille pour une organisation qui a célébré ses 50 ans en 2011, qui a eu une expérience, qui a pu avoir un certain nombre de situations sur lesquelles elles ont pris position. Je respecte ces opinions-là. J'ose croire qu'ils sont dans le même pays que moi et que forcément, tôt ou tard, nos préoccupations pourront se rejoindre. C'est tout ce que je Cette émission s'achève ainsi. Monsieur Emeadi, on vous donne une seconde, en fait 10 secondes, vous donnez votre mot de faire rapidement. Oui, merci pour l'opportunité. Je salue très bien la décision prise par les autorités d'avancer rapidement sur le dossier des incendies. Je pense que ça reste quelque chose, une pierre dans leurs chaussures. Il faudra rapidement le faire et que probablement que je revienne en 2017 sans revenir sur ce dossier. Mais de toute manière, tant que rien n'est fait, souffrez qu'on revienne et qu'on puisse le dire. C'est notre devoir, chacun de nous, à sa pierre dans la cité. Merci à M. Emeadi. Je vous rappelle que M. Emeadi, il est le directeur d'Amnesty International, branche Togo. Merci aussi à nos confrères Justin Nani de togovision.com et à Jacques Diakouti. Merci. Mesdames, Messieurs, Talk de ce mercredi 11 mai s'achève ainsi. Bonne fête à tous les amis de Rasta, de Bamale, les fans de Bamale. Bonne fête à vous tous. La rediffusion, c'est à 22h30. Je vous retrouve vendredi pour un nouveau numéro. D'ici là, portez-vous bien.